recording. Voilà. Parce que là, on va s'amuser un peu. Il faut faire, comme c'est vraiment très important à comprendre, parce que c'est vraiment la base. L'ADN a deux fonctions, une fonction génétique, de coder pour des protéines, et une fonction euh, biophotonique. Et ça, il faut comprendre comment ça marche. Alors, on va... Tu as bien dit. Une fonction génétique, c'est-à-dire qu'une séquence de l'ADN va La première fonction. coder pour des protéines, et ces protéines vont déterminer tout ce qui se passe au niveau physiologique. Hein, parce qu'elles vont déterminer la structure des protéines. Les protéines, c'est les activités enzymatiques, c'est aussi les transporteurs dans les membranes, les enzymes qui vont catalyser les réactions. Donc ça, c'est clair. La deuxième fonction, c'est une fonction euh, biophotonique, c'est-à-dire qu'on va émettre des, on va émettre des ondes d'une certaine façon que j'essaye de t'expliquer. Alors, qu'on appelle des biophotons, ce sont des paquets d'ondes, espèce de cris comme ça, le cri de l'ADN. Alors, je vais quand même mettre ceci pour faciliter cette compréhension. Je vais mettre ceci, voilà. Il s'appelle il corno, il corno. Ça s'appelle comment? Non, c'est pour illustrer, voilà. Tu vois ici ce truc-là, je partage sur l'écran, hein, ces trompettes. D'accord. Quand il y a la fanfare, hein, t'as des trompettes comme drrrr. Tu vois, si c'était tout long, ce serait une flûte traversière, t'es d'accord. Mais comme ça s'enroule, le son, ça devient un son de plus en plus fanfare. D'accord? Si c'était tout droit ici, tout le long, si c'était pas enroulé, et si c'était pas engrossi comme ça, ben en fait le son il aurait juste ces harmoniques qui sont compatibles avec la flûte traversière, hein. Mais si on enroule, tu vois, on enroule 2 fois. Donc imagine si on enroule plein de fois, ça va faire une espèce de à chaque fois qu'on augmente la eh bien on va augmenter on va passer d'une harmonique supérieure. Donc on passe d'une petite harmonique à une plus grosse harmonique. Tu vois. A contrario, par exemple, avec une guitare où on va couper la guitare et le son va être de plus en plus avec le tambour. Ça va dans les deux directions, tu vas me dire, mais on regarde toujours le son, l'onde et c'est sous-harmonique, d'accord? Ça c'est clair, hein? Dans la musique, ça te voit. Ça fait sens ou pas pour toi? Allô? Je ne comprends pas du tout. Ah d'accord, ok. Euh, voilà. Désolée. Non, non, c'est pas grave. Ça, c'est quand on a ces petits trucs dans l'adénine, thymine, guanosine, cytosine, on a des cycles. Et quand il y a des électrons qui tournent sur un cycle perpendiculaire, on va avoir un champ magnétique. Vu que toutes ces, vu que toutes vu que ça forme des escaliers, donc on va à chaque fois avoir un plan, pardon, hop, je reprends. Chaque fois on va avoir un plan ici, hein. Un plan, et que ces plans ils sont parallèles les uns aux autres, hein. Et bien en fait, chaque fois ici, on envoie un champ magnétique, un champ magnétique, un champ magnétique, un champ magnétique. Donc comment, ils vont faire une espèce de, ils vont parcourir tout l'ADN jusqu'au bout de l'ADN et puis ils vont rebondir et ils vont revenir dans l'autre sens. En plus, c'est compliqué parce qu'il y en a un qui va dans ce sens-là et l'autre qui va dans ce sens-là. Donc il y en a un qui va partir par là, l'autre qui va partir quand ils vont se rencontrer. Ils vont former un accident et cet accident sera un biophoton. Ce biophoton, c'est vraiment une interférence entre deux fronts d'onde magnétiques. La lumière, c'est un champ électromagnétique, t'es d'accord? Hein? Ça va, ça? Et donc là, en fait, on va former de la lumière. Donc on fabrique en permanence. On est une ampoule électrique, on fabrique plein de lumière. Mais cette lumière, elle est pas dans le vide. Euh, elle est émise 100 000 fois par unité de temps.
et elle est entièrement utilisée. C'est pour ça qu'on voit très peu. Et on peut mesurer la lumière qu'on produit. D'ailleurs, c'est ce que Fritz Popp a fait pendant plusieurs décennies en Allemagne. C'est ce qu'il a valu de son laboratoire soit fermé, donc il a dû s'autofinancer. Mais c'est parfaitement physique expliqué c'est la base en fait de toute cette partie du génome de notre ADN qui est beaucoup plus long que les 25 000 gènes qu'on a et qui servent essentiellement à produire des fronts d'onde et donc des biophotons. Ces biophotons, quand on est vu si l'ADN était tout droit, donc si on n'était qu'au niveau du 1, on va faire un son comme une flûte traversière. On va produire des biophotons qui ont un certain niveau de longueur d'onde. Ils sont du niveau de l'ultraviolet en fait. Tac. Ensuite, vu que l'ADN, il fait 2 tours comme ça, puis 2 tours comme ça, puis 2 tours comme ça, on augmente en épaisseur. Et donc, en fait, ce son-là, il va, sans berlifiqueter sur l'humain, mais il va en fait produire quelque chose qui est au niveau de, pas des sous-harmoniques, mais des hyperharmoniques. Hein, on va passer d'une dimension à l'autre. Et ainsi de suite. Là, on devient de plus en plus gros. Donc, c'est comme si tu as cet instrument de musique ici. C'est pour ça que au premier coup, on a l'ADN qui est pas déroulé, si tu veux, ici, hein. Et puis après, l'ADN s'enroule 2 fois. Du coup, c'est comme cet instrument de musique. On va produire un son plus grave. Tellement qu'on n'entend plus rien. Hein, d'accord? Partir d'un son très aigu. Oui. Hein, alors que si tu étais resté tout plat, tu avais une flûte traversière. Ça va? Ça Oui. parle à ton oreille musicale. Hein. Maintenant, un petit mieux. Voilà. Un petit peu, maintenant, un petit mieux. Et donc, en fait, l'ADN n'arrête pas de crier un son qui est spécifique et particulier. Parce que dans chaque cellule, ça 100 000 fois par unité de temps, ça crie. Et ces espèces disons, de paquets d'ondes, de bouquets d'ondes. C'est vraiment un bouquet, quoi. C'est comme un son qui sortait d'une... Imagine ça, qui était tourné. Alors, Oui. prends cet instrument de musique et imagine qu'il prenne cet instrument de musique et qu'au lieu qu'il y a que 2 tours ici. Facile, ça. Hmm. Mais qu'au lieu de tourner 2 fois, tu vas le tourner autant de fois que tout tourne l'ADN. C'est-à-dire, bonjour. Ça, c'est déjà le cornemuse ici. Après, tu tournes comme ça. Après, tu tournes comme ça. Tu prends comme ça. Tu tournes comme ça. Tu tournes comme ça, comme ça. Et j'imagine le son que ça produit. Et comme chaque personne a un ADN qui est particulier, avec ses propres mutations, avec sa propre génétique, etc., le son va être différent pour chaque personne. Chaque cellule de chaque personne va être unique. Mais en plus, comme chaque cellule s'ouvre d'une certaine façon et pas d'une autre, hein, puisque une cellule de tube digestif ne sera pas ouverte de la même façon, l'ADN d'une cellule de tube digestif ne sera pas ouverte de la même façon qu'une cellule de vaisseau sanguin, par exemple. Donc, le son émis par les biophotons, ces espèces de cris émis par l'ADN de chacune des cellules va être différent en fonction de la façon dont elle est ouverte pour être transcrite. Ça va, ça? Ça fait sens? J'entends rien. Ok. Et donc, si on suit cette logique, ben, Je suis désolée. si on suit cette, non, non, mais si on suit Désolée. si on suit cette logique, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les cellules de foie vont crier comme des cellules de foie. Donc, les cellules de ton foie vont, Oui. elles vont rentrer en résonance. Deux cellules qui crient de la même façon vont rentrer en synergie, tu vois? Parce elles crient de la même façon, hein. Si tu as 2 personnes qui chantent exactement de la même façon, elles vont former, ça va être très joli, ça va être tout à fait unique, ça va être fluide. Si 2 personnes, une personne chante aiguë, une autre chante grave, ça va y avoir des interférences. Et donc, si plus les cellules participent au même organe, plus elles vont être en cohésion vibratoire. Elles vont avoir quelque chose de commun au niveau
de ces biophotons émis. C'est important. Puis si donc et en fait l'entièreté de notre corps forme un hologramme qui résulte de ces émissions biophotoniques. En permanence, nous sommes nous, nous sommes nous contenons un véritable hologramme qui est la résultante en fait de toutes ces ondes biophotoniques produites par l'ensemble de nos 30 milliards d'ADN. Ça fait sens. Donc on est vraiment des bombes atomiques, hein, quand on y pense. Et c'est même pas que, c'est même pas une idée ou c'est comme ça. C'est comme ça. Et en fait, je vais pas rentrer trop dans la physique qu'il y a derrière tout ça, mais c'est important parce que euh, si on regarde, on va retourner à l'ADN, sa formule, sa structure. Donc là, on était là, l'adjonction, acide nucléique. Mhm. Je sais que j'ai quelque part voir le modèle 3D. Bon, je sais que j'ai ça quelque part, j'essaie de le retrouver. Ah, euh, je vais le retrouver ici. Une seconde, là, je cherche un truc. D'accord. Hmm. Je l'ai dans mes notes, mais comme je sais plus où il est, j'essaie de le retrouver ailleurs. Euh, Jamais là quand on en a besoin, ces trucs-là. Alors, est-ce que ceci pourrait Ah oui. le faire? Non. Je sais que je l'avais mis dans mes notes. But it's somewhere. Well, I cannot find it. Non. Bon, c'est pas grave. On va revenir au modèle 3D de l'ADN. Donc, on avait l'adénine, la guanine, le nucléotide d'adénine, nucléotide de guanine, la cytosine, la thymine, nucléotide de cytosine, nucléotide de thymine, qui forment des paires, hein, ils s'apparient comme ça, ils, ils s'apparient, c'est bien, au niveau il y a une hélice qui descend dans un sens, une hélice, il y a un colimaçon dans un sens, un colimaçon dans l'autre. C'est un escalier en colimaçon. Ça va, tu vois ici. Et donc on a ce fameux bazar ici. Hein. Tu vois, si tu suis les lignes oranges, c'est-à-dire les phosphates, tu vas avoir une hélice dans un sens, une hélice dans l'autre. Et c'est ces trois lettres qui forment un codon, mais c'est la succession des codons qui vont définir ce que c'est que une protéine, puisqu'on va pouvoir coder pour les acides aminés. Et ensuite, si on regarde cette molécule-là, en fait, l'eau, elle peut rentrer jusqu'ici, elle va pas plus loin, mais elle forme un gros manchon autour qui entoure tout ça. Ce qui veut dire qu'en fait, ceci, en permanence, ces biophotons sont euh, émis tout le long de cette espèce de trompette. C'est une trompette, là, on est dans le trou de la trompette, tu vois.
Oui. Et à chaque fois, au lieu d'avoir, on a des notes, tu vois, chaque fois c'est des notes différentes. Tic toc, tic toc, tac. Et chez chaque personne, la succession des notes lui est absolument particulière. Et ensuite, ça s'enroule comme cette trombone, le trombone à coulisses, ça s'enroule de nombreuses fois. Donc ça forme des sons vraiment très particuliers. Et chaque cellule a une émission très particulière. Cette émission, elle va être entourée d'eau. Donc en fait, cette émission, elle se propage, elle fait en fait, elle forme le, le substrat sur lequel les métronomes de molécules d'eau se mettent à vibrer ensemble. Et parce que l'écriture dans le vide se fait à ce niveau-ci, et la lecture dans le vide se fait au niveau de l'eau. Et en fait, toute cette onde qui est produite ici, elle est amortie et interprétée, enregistrée par l'eau intracellulaire qui, dans sa structure, va passer les commandes. Et quand on est, qui va passer le contrôle. En fait, le contrôle de toute la biochimie interne à la cellule est administré par ces biophotons. Parce que ce sont des véritables messages qui se passent à travers l'eau vers les, euh, les sites enzymatiques des enzymes qui font les réactions chimiques. Il y a un langage de biophotonique qui est dans les petites longueurs d'onde, parce que tout ce qui est la, qui est dans les petites longueurs d'onde, dans les au niveau des petits tours du trombone, si vous voulez, dans la ligne droite du trombone et les deux, trois petits tours, c'est tout. Après, les plus gros tours, c'est autre chose. Ça, on va plus loin. On va au niveau organe, on va au niveau des plus grands niveaux d'organisation tissulaire, etc. Mais tout ce qui est petite vibration dans les biophotons, ça va administrer de façon extrêmement précise, avec un langage extrêmement adéquat, chaque réaction chimique. C'est pour ça qu'en fait, en permanence, si on regarde le nombre de réactions chimiques qui se passent, c'est 100 000 en temps réel, toujours 100 000 réactions dans une cellule chimique. On a 100 000 biophotons et on a 100 000 dans une cellule, on a place pour mettre 100 000 domaines de cohérence. C'est vraiment le paradigme, le nouveau paradigme central pour comprendre le fonctionnement de la cellule. C'est cette, disons, des trois voies de recherche différentes qui arrivent à ce chiffre 100 000 qui nous disent que d'une côté les réactions chimiques, de l'autre côté les domaines de cohérence, c'est-à-dire ces groupes, ces espèces de microbules d'eau qui gouvernent tout, et trois, les biophotons qui sont produits, qui vont communiquer à l'eau, tout ça interagit de façon à gouverner la biochimie intracellulaire. C'est pour ça qu'en fait le son, la musique, tout ce qui est cohérence vibratoire et la qualité de l'eau qu'on boit est absolument extrêmement important vu que nous sommes un cristal liquide qui va transporter, va être le support de cet hologramme. L'hologramme qui nous constitue, nous produisons, nous entretenons notre propre hologramme. Ce propre hologramme est euh, véhiculé par l'eau, pas dans le vide, par l'eau. Mhm. Et l'eau est structurée de façon de microbules qui se superstructurent pour faire des structures plus élaborées, qui font que nous sommes un cristal liquide totalement cohérent. Et que une personne en bonne santé, c'est une personne qui possède une bonne autocorrélation de ses niveaux d'organisation de son eau intérieure. C'est pour ça qu'une personne qui boit en c'est vraiment important. Quand tu bois un verre d'eau, en fait, tu apportes un diapason dans ton eau intérieure. Tu envoies un message. Et en fait, ton eau intérieure, elle interprète tout. Et tout, tout notre système nerveux, notre cerveau et tout ça sert à gouverner notre eau intérieure. Et c'est dans notre eau intérieure que se trouve, dans le vide contenu dans notre eau intérieure, que se trouve notre mémoire, notre information, tout, simple, parce que c'est très simple finalement. Bon,
Non, c'est pas du tout simple, finalement. Et en fait, c'est pour ça que quand on dit quelqu'un, oh, celui-là a un bon magnétisme, ou il aimait bien du magnétisme, ça des conneries. C'est pas ça. C'est parce que nous sommes composés d'eau. Quand tu sens quelqu'un à distance, hein, si tu sens avec tes mains, par exemple, tu sens le, le temps d'une personne autour d'une personne. En fait, tu sens pas c'est pas un magnétisme que tu vas sentir. C'est parce que t'es constitué d'eau et que ton eau intérieure va être capable de retranscrire le, le message. Il va pouvoir retranscrire, en fait, le champ vital de l'autre personne qui, lui, se trouve dans le vide. Et donc, il y a que l'eau qui est capable d'écrire et de lire dans le vide. Et l'ADN. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Et ça, c'est hyper important parce que c'est la base de notre architecture vibratoire. Alors, nous n'allons pas traîner toute la vie là-dedans, euh, et on va continuer le cours. On verra bien des exemples, des illustrations. On va pas se conformer. Tu vois, par exemple, ici, bon, puis voilà. Hein, l'ADN se replie d'abord deux fois comme ça, puis deux fois puis il est entouré comme ça, et on voit bien comment se forme, en fait, ces fameux biophotons. Et c'est pour ça que, en jouant de la musique, on peut, je t'avais parlé d'un type qui jouait de la musique automate, hein. Bah, c'est basé là-dessus. Mmh. On peut imaginer le biophoton, si on regarde un ADN comme ça, à travers un petit trou, ben, en fait, il va y avoir, ça c'est une explosion biophotonique. Ah, tiens, il y a quelqu'un qui m'appelle. Ou c'est toi qu'on appelle, je sais pas. Non, Euh, c'est pas moi. alors c'est quelqu'un qui m'appelle sur Skype, bizarre. C'est peut-être une erreur, on verra bien. Euh, et, et en fait, moi je mesure hein, les biophotons, j'ai un appareil pour ça. Je l'ai pas ici avec moi. Et ça, en fait, on voit si la résultance, enfin les biophotons que nous émettons, quoi. Euh, et voilà, on va un peu retomber sur Terre avec quelque chose. Qu'est-ce qu'on a comme cellules chez nous, quoi? Quelles sont nos cellules? On est pas en ADN. Ah, on reviendra le moment venu à ça. C'est quand même un truc. Oui, alors on a 30 trilliards de cellules, entre 20 et 30 trilliards de cellules. Alors, quelles sont ces cellules? Tu me diras. Ouais, la cellule la plus simple, c'est le globule rouge, hein. Tu connais le globule rouge? Oui. Ça, c'est un globule rouge et il est plat. Mais en fait, pour passer dans les très fins tuyaux, il doit se mettre en forme d'obus. Et dans un globule rouge, il y a à peu près des milliers d'hémoglobines, de molécules d'hémoglobine qui vont contenir l'oxygène. D'accord? Alors, les molécules d'hémoglobine qui contiennent l'oxygène, non. On a 270 millions de molécules d'hémoglobine par cellule. Et elle se met en forme de canon dans les capillaires sanguins. 270 millions D'hémoglobine, donc de protéines d'hémoglobine. En plus, dans le globule rouge, on a éliminé le noyau. On a enlevé le noyau. Il n'y a plus de noyau. C'est une protéine c'est une cellule dont on a enlevé le noyau pour qu'elle puisse se déplacer plus facilement. Alors, on va retourner à l'hémoglobine, hein. Comme on est curieux, on va aller voir dans la protéine databank, ok, PDB, hein, voilà, protéine databank, PDB, voilà. Et on va aller voir,
Ouais, on va retrouver Protein Data Bank ici. Data Bank. Et parce qu'on est curieux. Comme on est curieux, on va aller dans la Protein Data Bank. On est déjà allé. Hein, c'est ça. Hop. Là, on a Protein Data Bank. Évidemment, il y a de l'hémoglobine. Alors, on va voir l'hémoglobine. Hmm. Ah, voilà l'hémoglobine. C'est un tétramère. Voilà. Oh, montre-moi ton hémoglobine, là. Ça, c'est quand on dit il va y avoir de l'hémoglobine, ça va saigner, quoi. C'est voilà. Et donc là, et on l'avait déjà vu, donc il y a des hélices, il y a beaucoup d'hélices alpha. Et là, on a les noyaux, on a ce qui porte l'atome de fer. Et là, on va pouvoir transporter l'oxygène. Ok, ici, on va trouver. C'est là qu'on va pouvoir transporter l'oxygène. Et on en a plein comme ça. Donc on a 270 millions d'hémoglobine. Et dans chaque hémoglobine, on a 4 noyaux porphyriques qui transportent chacun un atome de fer. Donc ils vont pouvoir prendre une molécule d'oxygène au niveau du poumon. Et puis, et ça se met automatiquement, ça demande pas d'énergie. Là, c'est bon, comme si t'as des passagers dans le tram, et puis après, quand ils arrivent près des cellules, mais là, il y a besoin d'oxygène, et donc ils sortent, hop, et ils rentrent, traversent la membrane, ils arrivent dans les mitochondries, et là, ils vont faire la respiration cellulaire aérobique dans les mitochondries. Donc, on a 270 millions de fois ça dans... Là, c'était la respiration cellulaire. Ouais, bah oui, parce que là, pourquoi on a des érythrocytes, hein? Pourquoi, Mais pardon, c'est juste retourner d'un petit peu oui, l'histoire que vous dites avant. C'est 1270 millions hémoglobine, oui, hémoglobine. je vais t'écrire ça tout de suite. Hémoglobine, non? C'est ça? Oui, hémoglobine. Attends, je t'écris ça tout de suite, il faut que je retrouve le... Voilà, je retrouve ça. D'accord. Et vous m'avez dit que dans ces 270 millions d'hémoglobine, c'est juste C'est juste dans un globule rouge. dentro. Ok. Mhm. Alors, je sais pas combien on a de globules rouges, mais on a une pétée de globules rouges. Euh, on va demander. On va utiliser l'intelligence. On va demander à une psy. Je sais pas combien on a de globules rouges. Je sais pas calculer, mais on va demander. Mhm. Alors, 270 millions d'hémoglobine dans un globe rouge. C'est impressionnant. je demande, hein, parce qu'effectivement, Ok. je pose la question, je demande aux Chinois. Les Chinois, ils savent tout, man. Mais c'est les premiers, hein. Et on est dépassé, là, maintenant. Il n'y a plus qu'à demander aux Chinois. Donc, je demande aux Chinois, et là, il est en train de réfléchir. Quelle réponse? Oui, faut profiter, là. Et l'analyse. Et Il l'analyse, c'est consulte tout, là. normal. Allez, réfléchis, mais il réfléchit dur, hein. Hmm. Oui, il est obligé de réfléchir. Bah oui. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Environ 5 millions de globules rouges par microlitre. Ça va faire un paquet, hein. 1 million de globes rouges par microlitre. Alors, ça nous fait combien de microlitres qu'on a dans 5 à 6 litres de sang? On va voir ça, hein. Non, enfin, mince, on a entre 20 et 25 trillions. J'ai des chiffres à. On a des milliards on a des millions de milliards de globules rouges. Beaucoup, hein? C'est beaucoup, surtout si on multiplie ça par les 270 millions d'hémoglobines qui sont dans chaque globule rouge. Ouh là là! Parce que des fois, j'imagine tout ça dans mon cœur et j'analyse, je dis,
Mais ça, c'est pas normal. C'est pour ça qu'en fait, Je crois que toutes les personnes elles font la promotion sur le monde. les chiffres sont faramineux. Bon, voilà. Donc, on a une idée comme ça pour savoir juste. Voilà, c'était l'érythrocyte. Mhm. Bon, petite cellule. On a une autre cellule. Qu'est-ce qu'elle fait, cette cellule-là? Je te laisse regarder. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a un noyau. Elle a de la chromatine dense, c'est-à-dire qu'elle n'est pas déroulée, donc pour lesquels le trombone acolyte va faire des cris trop. Et puis on a la chromatine lâche où ce sera plus fin. Ok? Mais l'ensemble on aura 46 biophotons fois, hein, ça fait 100 000 divisé par 46, donc chaque brin d'ADN va produire son propre biophoton en permanence, hein. Bam, bam, bam. Ces biophotons vont gouverner ce qui se passe dans la cellule et les gènes qui vont être émis par les ARN, ils vont aller dans les ribosomes, et ici, c'est tous des ribosomes qui sont liés au réticulum endoplasmique rugueux. Donc, en fait, les protéines qui vont être euh, traduites de ARN messager en protéines vont aller directement ici, dans, dans ces espèces de membranes comme ça, chiffonnées à l'intérieur de la cellule. Tout ça produit par beaucoup de mitochondries, parce que ça demande beaucoup d'énergie. Et puis à un certain moment, le produit de ces membranes vont faire des petites vésicules, tu vois, des petites vésicules, tu vois ici, les vésicules, tac, tac, tac. Ces vésicules vont aller dans le réticulum endoplasmique, dans le Golgi. Ici, tu as du Golgi. Ça va arriver au Golgi. Le Golgi va transformer ultérieurement, pour finir ces protéines. Elles ont une bonne forme, exactement comme on veut. Et ensuite, ça va faire des vésicules. Tu vois, la petite vésicule. Ces vésicules qui vont accumuler le produit ces protéines qu'on produit. Et à la fin, ça va donner des vésicules qui sont toutes prêtes à l'exportation. Et là, par exemple, ben, on sait parce que c'est les cellules bêta des îlots de Langerhans qui produisent l'insuline dans le pancréas. Qu'est-ce qui se passe? On a déjà. Cette qu'elle est là. Ouais. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, on va on va donner le signal, en fait, ça va être une exocytose contrôlée, parce que euh, cette cellule-là, ça permet de mieux comprendre, hein. Ça, c'est quand tu as trop de sucre dans le sang, enfin, toi, tu risques pas vu que tu manges pas de sucre, mais tu produis de l'insuline. Et l'insuline, elle va dire aux autres cellules, eh oh, il y a beaucoup trop de sucre, vous ferez mieux de faire de la glycogénèse, c'est-à-dire de mettre le sucre, de le rassembler sous forme de glycogène pour qu'il n'y en ait pas trop là. Donc on n'a pas besoin de trop de sucre, vous en avez déjà. Mis en pause, Hein? s'il vous plaît, la photo. Ouais, je te remets. Vous m'avez mis encore la photo, s'il vous plaît. Voilà, oui. Parce que je vais passer à autre chose, je vais montrer le même truc, mais vu d'ailleurs. C'est, euh, on avait vu le réticulum endoplasmique lisse. D'accord. Ici qu'on avait vu ça. Là, on va parler de l'excrétion. Là, je suis perdu dans mes notes. Non, pas de ce côté-là. De ce côté-là. Ah, tac. Ouais, c'était ici. Oui. On avait vu ça. C'est pour te montrer à quoi ça se rapporte, hein. Si on a vu que ben ça, l'insuline, ça fait partie de
Là, ça va dans le Golgi, puis ça forme des vésicules. C'est comme les bleus, hein, on va émettre des protéines ici. En fait, c'est comme les rouges, parce que ce sera une voie de sécrétion contrôlée. Et ce sera contrôlé comment? Ça va être contrôlé comme Tu ceci. peux mettre un petit peu plus grand? Tu Oui, peux mettre cette photo avant, un petit plus grand pour moi. oui, voilà, celle-ci, hein, contrôlée. C'est une voie de sécrétion contrôlée, parce que on vient du réticulum vascular, on fait les protéines, on les fignole, on les concentre, et à un certain moment, sur une commande particulière, on va les envoyer dans, on va les envoyer à l'extérieur. Et en fait, le mécanisme ici, exemple, sécrétion d'insuline par les cellules bêta du pancréas, donc c'est la cellule qu'on vient de voir. Quand il y a trop de glucose dans le sang, tu vois, ici il y a beaucoup trop de glucose, eh bien ça va faire, comme il y a plus de glucose, il y aura plus d'ATP, hein, puisque à cause des mitochondries. Du coup, euh, les pompes qui vont faire sortir le potassium vont être plus actives. Et ça va provoquer une dépolarisation de la membrane. Cette dépolarisation, donc on va changer le signe. Et Oui. ça va faire rentrer massivement le calcium. Et c'est le calcium dont on sait qu'il est un agent de régulation la plupart du temps. Le calcium, c'est lui qui va provoquer l'exocytose, c'est-à-dire c'est ça qui se passe à l'intérieur de la belle cellule qu'on a vue avant. Je fais des sauts, mais c'est comme ça on peut revoir tout, hein. C'est pour ça que je te le montre, parce que voir un peu toutes les cellules les unes après les autres, ça permet de revoir comment ça marche et où ça. Donc, c'est ça qui se passe ici, dans ces cellules-là. D'accord? Donc là, c'est une voie de sécrétion contrôlée. C'est dans ton Et pancréas. ça, C'est dans ton pancréas. pardon? C'est dans ton pancréas. D'accord, pardon. Tu connais ton pancréas? Oui. Ok. C'est quand tu Oui. digères, mais aussi, Pancréas. voilà. Et donc, le pancréas, il, il y a des cellules qui sont qui réagissent à trop de sucre. Trop de sucre, hop, on envoie l'insuline. Et c'est parce que, comme il y a trop de sucre, alors ça va faire fonctionner beaucoup plus les mitochondries, qui vont produire plus d'ATP. L'ATP va faire que les pompes à calcium, à potassium vont faire sortir le potassium, ce qui va provoquer une dépolarisation qui va faire rentrer le calcium. Et donc, il faut aussi qu'il y ait du calcium, donc aussi, pour que ça puisse déclencher la production d'insuline dans le sang. Voilà. Et ça seulement se passe avec l'insuline ou se passe avec une autre maladie, va me dire pourquoi ça? C'est l'excès de sucre. L'effet du sucre. Évidemment, le sucre, il agit à beaucoup d'autres endroits. Mais là, c'est l'effet, c'est le déclencheur de la production hormonale de l'insuline. Parce que l'insuline est uniquement produite par les, euh, les cellules bêta du pancréas. Mhm. Ça va? Voilà, c'est un autre exemple de cellule. Bien sûr, le sucre a plein d'effets ailleurs, hein, on est d'accord, mais pas cet effet-là. Alors, suivant. Oups. Euh, Ça, c'est une cellule, évidemment, très très sophistiquée, parce que c'est la cellule du foie, qu'on appelle en hépatocyte. Oui. Et regarde, c'est une cellule qui a plein d'activités, parce qu'on a identifié, c'est le foie, c'est le cerveau chimique de notre organisme. En permanence, il est en contact direct avec le sang et il va contrôler énormément de processus chimiques. On a identifié Comment elle s'appelle? l'hépatocyte. Le foie, en fait, quand tu as mal au foie, tu dis, oh, j'ai mal au foie, j'ai une hépatite. Tu vois, les hépatites, par exemple, les gens qui ont, il y a souvent des gens qui ont des hépatites, hein, il y a un virus de l'hépatite, c'est une grande, Oui. c'est une maladie très répandue, et c'est une maladie qui attaque les cellules du foie. Parce que la cellule du foie, on appelle ça l'hépatocyte. Hépatocyte. Ça t'épate? Non. Ah bon, ça c'est, c'est pas, Mhm. c'est hépatocyte. Tu veux que je l'écrive?
Oui, s'il vous plaît. Voilà, l'hépatocyte. Ça, em português nós diríamos a célula do fígado. Aussi. Ah, c'est le fígado. Ah, fígado, c'est le foie. Ça. Uhum. Figadocyte. Em, cas- em espanhol se diria a célula del hígado. Fígado. Hígado, hígado. Oh, fígado. Ok. Ici, c'est l'hépato. Não, sim, são Ils sont fous. Oui, c'est ça. Alors, en fait, c'est très important de bien connaître les cellules du foie parce que beaucoup d'infections vont passer par le foie, beaucoup de choses. Hein, c'est quand même le centre, hein, le foie, le centre chimique de notre organisme. Et en fait, on voit ici, alors il y a évidemment la lymphe, alors ça, c'est en blanc ici, le milieu extracellulaire, tu vois. Les cellules de foie, elles font des petits groupes de cellules de foie où les cellules tiennent les unes aux autres. Elles se tiennent les unes mutuellement les unes aux autres. On a identifié dans une cellule de foie, il y a à peu près, on a identifié plus de 500 chemins biochimiques. Donc, elles peuvent faire plus de 500 produits différents, quoi. C'est énorme, hein. Elles sont bourrées de mitochondries, bourrées de réticulum endoplasmique lisse, remplies de réticulum endoplasmique rugueux, et elles font plein de trucs. Alors, elles sont en contact avec le sinusoïde du sang. Donc, alors, ce qui est particulier dans les microcapillaires sanguins qui sont au parcours les cellules du foie, enfin, qui sont tout autour, si tu veux, c'est qu'en fait, tu vois, elles ont des gros espaces comme ça, elles sont très poreuses. Elles ont véritablement des fenêtres comme ça, elles laissent passer le sang. Le foie est pratiquement directement en contact avec le sang. Et en fait, ici, ce sont des espèces comme un ressort qui font que, euh, ça forme un ressort ici, c'est solide. C'est un peu, ça c'est comme un ressort. On peut les écraser, ça se relève, tu vois. Ces trucs, et donc ça tient un peu les microcapillaires, ils sont pas écrasés, quoi. Et quand quelqu'un prend trop de chimiothérapie, en général, les gens qui meurent de chimio, ils meurent pas de cancer, ils meurent parce que ils ont pris tellement de chimio que ces microcapillaires ici, les ressorts, en fait, ne tiennent plus. Et donc, se font écraser. Donc, si par exemple une femme a le cancer du sein, on va lui filer des chimios et des chimios, et en fait, elle va mourir du foie. Parce que, si tu veux, ça tient plus. Ça se fait écraser ici. En fait, c'est comme les lames. Ele se génère. Ça se régénère, tout ça. Le foie se régénère. Très, très bien. Le foie se régénère. Oui, très, très bien. Il faut quelques mois pour régénérer, pour se remettre d'une hépatite, ou d'une cirrhose, hein, c'est possible. Alors il y a aussi ici, tiens, ça c'est un nom suisse, c'est Kupfer. C'est une cellule de l'immunité qui est un peu, c'est un peu tu vois, dans un immeuble, enfin un gardien d'immeuble, un concierge qui va surveiller qui rentre, qui sort, etc. Ben ça c'est le gardien d'immeuble de groupe de cellules d'hépatocytes, la cellule de Kupfer. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle comment? S'appelle Kupfer. Kupfer. C'est le, c'est le concierge. Oui, Kupfer, attends. Kupfer, c'est le concierge. C'est la cellule, comment est-ce que vous dites? C'est une cellule de l'immunité. C'est la cellule protecteur. Ouais, non, c'est un peu le gardien d'immeuble, le concierge des groupes de cellules, d'hépatocytes. Et en fait, c'est une bonne tête de concierge parce que en fait, c'est lui qui surveille qui rentre, qui sort, qu'est-ce qui se passe, etc. Et évidemment, quand il se trompe, quand il fait un peu l'andouille, il y a des maladies solides, hein. Et donc on verra ça
dans les maladies, dans les infections et compagnie. Voilà. Ça, c'est des cellules de... Ça, c'est la celle, mais ça, c'est la celle la plus importante que nous garde de toutes les infections, de toutes les maladies. Non, 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 non. C'est le gardien au niveau des groupes. Une des cellules de l'immunité qu'on trouve dans le foie. Alors ça, attends. Et en fait, ici, il y a aussi plein de lymphe, hein. Ici, c'est des canaux lymphatiques qui circulent. Et puis, tu as aussi les canaux biliaires. Tu vois, ça, c'est un canalicule biliaire. Et en fait, les calculs biliaires, ils se produisent déjà dans le foie. On les voit dans la vésicule biliaire, mais en fait, leur origine, c'est déjà dans le foie, en fait. Oh, ils se forment déjà dans le foie. Voilà. Voilà pour une petite introduction à la cellule hépatique. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait voir? Celle-là, on l'avait déjà vu. C'est le fameux cardiomyocyte avec... Non, je n'ai pas voir ça. Alors, dis-moi ce que c'est. Je suis sûr que tu vas la reconnaître. C'est quoi ces trucs-là qu'on voit là? Ça, c'est l'actine qui entoure la myosine. L'actine qui entoure la myosine. L'actine qui entoure la myosine. Oui. Et donc, ces cellules-là, c'est des cellules qui vont se contracter, se décontracter, se recontacter, se décontracter. Alors évidemment, elles sont pleines de mitochondries. Dans une cellule de Oui, cardiomyocyte, je vois qu'elle est pleine de mitochondries. mitochon, Mitochondries. mycoton, tu vas fourcher la langue, voilà. Il y en a parfois jusque 2000, tu te rends compte, de mitochondries pour une cellule. Et en fait, elles ont Oui. aussi le fameux sarcoplasme qui va relâcher le calcium. Alors, on revoit ce qu'on a déjà vu, ça va bien rentrer, hein, ce qui se passe là-dedans. Mais là, c'est la celle myocardique. Oui, c'est parce que notre cœur, il bat sans arrêt. Alors, c'est la contraction. Ça ressemble assez fort à une cellule de muscle striée normale, hein. Musculaire. D'accord. Voilà. Ça, on avait déjà vu ça aussi, hein. Je revois, c'est la révision, hein. T'as vu le, Oui. ça qui libère le calcium, ce qui va provoquer le coulissement de la myosine au milieu de manchons d'actine, hein. Ça va? Et ça, on l'avait vu, on revoit, comme ça on est sûr, tiens, maintenant ça me revient. C'était le fameux mouvement musculaire, c'est-à-dire l'actine, voilà, ça. Ça, c'est hyper connu maintenant, hein, celui-là. Hop, la myosine avec l'ATP, l'ADP plus PI, ça se relève, tu mets le calcium, ça touche et ça donne le coup de barre, et après on recommence. Ça, c'est au niveau de ça donne le coup de rame. Donc en fait, dans un rat mort, c'est tout des galériens. Quand on lâche le calcium, c'est comme si celui qui tape sur le tambour, boum, boum, c'est chaque fois le calcium. Boum, boum, boum. Ça va? Et donc, ça, c'est parti pour la contraction musculaire. Il n'y a plus de secret pour nous maintenant. C'est bien? Ce qui est très bien. Enfin, plus de secret. Faire ça un peu plus petit, tiens. Hop. Je continue à agrandir, voilà. Et je vais retourner à le cardiomyocyte. Voilà. Zoom. Et cardiomyocyte, ça c'est une autre cellule. C'est le muscle lisse. Enfin, par exemple, Quand? autour de ton tube digestif, c'est pas des muscles
Striés, c'est les muscles lisses. Ça ressemble assez fort aux muscles striés, à part que c'est lisse. Et donc, quand ça se contracte pas longitudinalement, ça se contracte comme ça fait, tu vois? T'as aussi du sarcoplasme, t'as aussi des l'actine, la myosine, mais elle est arrangée de façon plus longitudinale, mais moins striée, si tu veux. Et donc, ça permet de, euh, de se contracter aussi, mais c'est les muscles qui sont pas volontaires. C'est-à-dire, on a ça par exemple, on peut avoir des vaisseaux qui se contractent. Le tube digestif se contracte. À peu près dans notre fascia, on a des myocytes qui sont absolument des muscles lisses. Et donc, on a des contractions comme ça. Ils sont pas, donc actine, myosine, desmine, coordonance, hop, voilà. Et, bien entendu, euh, il n'est plus à présenter à personne, le spermatozoïde, avec ici, la tête du spermatozoïde qui contient de l'ADN qui n'est pas, il y a que un brin, il y a que un, euh, c'est haploïde. Donc nos gamètes sont haploïdes. La plupart de toutes nos cellules sont diploïdes parce qu'elles ont deux jeux de chromosomes venant de chacun des parents. Mais quand on fait des gamètes, que ce soit l'ovule ou le spermatozoïde, ils sont haploïdes. Ils ont qu'un jeu. Hein, ils ont que 23 chromosomes. Et en plus, c'est pas sous forme de chromosomes, c'est complètement euh, la conformation de l'ADN dans le spermatozoïde est différent de tout le reste en fait, de toutes les autres cellules, puisqu'en fait il est complètement relâché, il est pas, c'est pas sous forme de chromosomes. Ça c'est le flagelle qui est très long et qui contient beaucoup de microtubules dont on a vu énormément de mitochondries ici pour permettre de parcourir tout le trajet, hein. Et voilà les réserves évidemment pour alimenter ces mitochondries pendant tout le trajet. Et voilà donc le fameux. Et donc il va. Et il a ici une tête hein, qu'on appelle l'acrosome qui contient de l'acide hyaluronique. Et ça c'est tout petit, hein, ce truc là. Et ici on a, hein, pour pas faire de jaloux, on a l'ovule. Alors ça c'est un ovule qui n'a pas été encore. Et en fait on voit qu'il a ici une première couche ici qui s'appelle la zone pellucide, et que ici il est tenu, à l'intérieur, tu as la membrane qui se tient avec des petites pincettes comme ça, comme des petits picots d'oursin. Elle va tenir là, tchac, 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 tchac. Tu vois qu'ici, il y a tout, il y a des mitochondries, il y a tout ça, ça vient chez la mère, quoi. Et en fait, ici, Je savais pas, jamais je vois ça comme ça. C'est la première fois que je comprends vraiment le, et en fait, les spermatozoïdes. Oui, et encore les ovaires. Je savais pas qu'ils viennent avec le noyau, avec le Golgi. oui, il y a tout ça. En fait, tout vient de la mère, parce que quand là, il restera encore quelques dizaines de spermatozoïdes sur 300 millions qui sont partis. Il n'y en a qu'une dizaine qui arrivent en fin de course. Tous les autres, ils ont été éliminés, ils sont morts, ils sont trompés de chemin, ils ont pris l'autre trompe de Fallope. Et les 10 qui restent, il y en a qu'un qui va rentrer. Le premier qui touche ici, qui va réussir à pénétrer la zone pellucide, dès qu'il rentre sur l'acrosome ici, ça va décoller tous les trucs là. Et dès qu'il touche là, et alors il n'y a plus personne d'autre qui pourra rentrer. Et en fait, il n'y a que le matériel génétique qui est balancé. Et puis ça va déclencher en fait. La chose la plus extraordinaire en fait que moi je trouve en fait, c'est que pour faire en, il y a une division qu'on appelle la méiose. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça?
La mitose, c'est qu'on divise le matériel génétique en deux. Et la méiose, c'est quelque chose de très particulier parce que c'est ce qui permet de faire des cellules, des gamètes en fait, la gamétogénèse. Pour faire soit un spermatozoïde, soit un ovule, eh bien, on va prendre une cellule diploïde et on va produire 4 cellules haploïdes. C'est-à-dire qu'ils n'ont qu'un jeu de chromosomes, avec toute une danse de chromosomes très particulière, qui s'appelle le crossing over. C'est quelque chose de fabuleux. Et c'est une division cellulaire. Chez l'homme, la division cellulaire se produit en quelques heures. Chez la femme, la division cellulaire de chaque ovule commence au 7e mois de la vie intra-utérine et se termine au moment de la fécondation. Ça veut dire qu'une division cellulaire, donc un processus de division de chromosomes, en fait, va peut durer jusque plus de 40 ans, voire 50 ans. Il va durer entre 12 ans et 50 et quelques. Donc, un processus moléculaire. C'est pour ça, en fait, que la femme, elle a un nombre limité de follicules et parce qu'ils sont tous déjà formés au 7e mois de la vie intra-utérine et qui sont un petit peu activés au moment de la naissance, très légèrement, et qu'en fait, c'est au moment de la puberté que il y a les cycles et que donc à chaque fois, il y aura des nouveaux follicules qui vont se faire. Au moment de la 7e mois de la vie intra-utérine, il y a à peu près quelques millions, 4 millions et quelques de follicules primaires. À la naissance, il en restera 1 million. À la puberté, il en restera quelques centaines de milliers. Ce qui suffit normalement à faire à soutenir les cycles. Cependant, avec la pollution électromagnétique et les perturbateurs endocriniens, on observe une forte réduction de la production des follicules primaires. Et en fait, on voit ici, on va voir ça dans le détail parce que c'est vrai le sujet des cycles, hein. Mais ça, c'est l'ovule. Et je crois qu'on va terminer là parce qu'il est déjà 15 heures. On a commencé à 1 heure. Si ça te va. Et on continue demain à 8h30. Oui, Voilà. d'accord, nous Parce que, continuons demain à 8h30. voilà. Et donc, si tu veux, afin que le cours soit moins trop dans le détail, on va faire comme ça. À chaque fois, on va montrer au concret, pratique, ce qu'on peut retenir, ce qui signifie quelque chose, et on va descendre dans le détail. Et on va remonter au concret, comme ça. C'est par ce mouvement-là où on va pouvoir se familiariser et mieux retenir ces molécules et tous ces trucs-là. Voilà. OK? Alors à demain, à 8h30. À demain. À demain. Merci. Ciao. À demain. À demain. Ciao.